Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à un best-seller automobile allemand vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Elle est connue, elle est très connue, elle est toujours produite aujourd'hui, mais celle-ci, c'est une version rare. Cette Youngtimer a été la toute première compacte dotée d'un moteur extrêmement puissant. Il s'agit bien sûr de la Golf 3 en version VR6. Si François Alain, notre expert automobile, a acheté ce bolide à un prix très intéressant, il va devoir la restaurer et la revendre au meilleur prix. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas roulé, qu'elle a été mise de côté. Une voiture qui n'a pas roulé, il y a du boulot. Pour ça, il peut compter sur les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Ah ouais. Celle-là, bon, il y a eu du tuning, hein, je confirme. Mais cette Allemande au look iconique va se montrer têtue, voire capricieuse avec nos as de la restauration. J'avoue que j'ai eu pas mal de surprises, hein. T'as carrément sorti le moulin, toi. Récepteur d'embrayage HS, Bah, c'est une pièce d'usure, hein. C'est sûr qu'à un moment donné... révision moteur, Maintenant qu'on a tout démonté, Ouais. il reste plus qu'à remonter. fuite du radiateur de chauffage, Regarde, c'est trompé, là. Ah ouais, là, on est plus proche de la serpillière que du paillasson, là. distribution en carafe, Bon, c'est mort. Si on laisse comme ça, t'es la chaîne qui casse. changement du silencieux d'échappement. En plus d'être moche, le silencieux, Ouais. c'est pas réglementé. Non, en plus. Bref, il faudra beaucoup de patience et de sang-froid pour venir à bout de cette restauration qui va provoquer quelques sueurs froides. Qu'est-ce que vous feriez s'il n'y avait pas des petites pétouilles, les gars, hein? Eh ben, on se ferait moins chier. Alors François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de revendre cette pépite allemande à un bon prix? Moi, je peux pas aller en dessous de 15. Non, 14 max, je peux pas. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Alors aujourd'hui, je m'attaque à un véritable mythe automobile d'outre-Rhin. C'est une voiture mondialement connue, une des plus produites de l'histoire. Elle est née en 1974 et la troisième génération, celle des années 90, a laissé place à un moteur extraordinaire. Il s'agit bien sûr de la Golf 3 en version VR6. À une époque où l'Allemagne est réunifiée et la guerre froide prend fin, la troisième génération Golf se démarque par son design plus imposant et raffiné, évoluant de la petite voiture populaire à une compacte polyvalente. La version emblématique de cette génération est la Golf 3 VR6 qui suscite l'enthousiasme en intégrant un moteur 6 cylindres, une première dans la catégorie des compacts. Lancée à la fin de l'année 1991, la Golf 3 VR6 marque un tournant dans l'histoire de Volkswagen pour son style abouti, sa finition soignée et ses avancées technologiques. Elle remporte même le titre de voiture européenne de l'année en 1992. La production de la VR6 prend fin en 1997, cédant la place à la Golf 4 R32 qui perpétue la tradition des moteurs VR6 puissants. La Golf 3 VR6 demeure un modèle légendaire, marquant une ère de performance inédite dans la gamme Golf. Son héritage perdure auprès des collectionneurs et des passionnés de l'automobile. Et une Golf 3 en version VR6, j'en ai trouvé une. Elle est de 1995. Avec ses 4,02 m de longueur, 1,71 m de largeur, 1,40 m de hauteur pour 1 tonne 2 sur la balance, la Golf 3 a tout d'un best-seller automobile allemand. Extérieurement, un look semblable au Golf 3 GTI. Seuls les logos VR6 sur la calandre et à l'arrière et les baguettes latérales trahissent son ADN. À l'intérieur, on retrouve une sellerie en tissu avec des sièges baquets, une planche de bord sobre mais suffisante.
Côté mécanique, un train avant avec triangle inférieur, ressort hélicoïdaux, amortisseur télescopique et barre anti-roulis. À l'arrière, un essieu à bras tirés avec ressort hélicoïdaux et amortisseur télescopique. Pour le freinage, disque ventilé à l'avant et disque plein à l'arrière. Moteur 6 cylindres en V à 15 degrés de 2792 cm3, développant 174 chevaux. 0 à 100 km/h en 7 secondes 5. Vitesse maxi, 225 km/h. Avec un tel pédigré, on comprend mieux pourquoi François a succombé au charme de cette belle Allemande. Reste maintenant à savoir où et comment il l'a dégotée. Je l'ai acheté 6 000 €, ce qui est un prix assez raisonnable parce que la cote n'arrête pas de monter. Aujourd'hui, on en trouve à 6 000 à 7 000 € en état potable. Mais les très beaux exemplaires, peu kilométrés, en très bon état ou très bien restaurés, atteignent déjà 13, 14, parfois 15 000 €. Si visiblement François a du nez sur la potentielle valeur marchande de cette belle Youngtimer, voyons s'il en a tout autant avec l'état de forme de son exemplaire. J'ai plutôt de la chance. La carrosserie est globalement en bel état, les soubassements sont propres, pas d'inquiétude. Évidemment, c'est quelques accessoires qui vont avoir besoin d'être forcément changés. Il manque des baguettes, bon, jusque-là, rien de bien grave, peut-être un petit pare-choc avant, et à l'arrière, on va pas se mentir, cette voiture a traversé l'époque tuning. Donc, elle a un pot d'échappement qui est juste, à mon sens, grotesque. Les feux arrière ne sont pas tout à fait les modèles d'origine. Il manque un cache de rétroviseur extérieur à droite. Après avoir checké la partie extérieure, François prend place à l'intérieur de la Golf pour la passer au peigne fin. Franchement, j'ai plutôt de la chance parce que globalement, elle est franchement pas mal. Il n'y a pas d'accroc, ni sur les sièges, ni sur le ciel de toit. Les plastiques sont en bon état, il manque rien. Le seul truc, c'est qu'effectivement, la pédale d'embrayage est aux abonnés absents. Ça laisse supposer qu'effectivement, sur le moteur, il va y avoir du boulot, mais c'est normal, elle n'a pas roulé pendant 10 ans. C'est clair qu'une voiture qui ne roule pas, c'est une voiture qui s'abîme. Pour terminer ce check-up complet, François se dirige vers le sujet brûlant de cette Golf 3, son moteur VR6. Il va falloir tout checker, tout vérifier, faire une révision complète. Il va falloir s'occuper de tout ce qui est filtre, courroie, fluide, vérifier bien sûr les freins, changer les pneus. C'est sur cette grande inconnue mécanique que François termine son diag. C'est l'heure du bilan. Au final, il va falloir que je joue serré et que je trouve un restaurateur passionné par cette version de la Golf 3. Il y a beaucoup de travail à faire sur la voiture, sans compter qu'on peut avoir évidemment, comme dans toute restauration, de quelques surprises plutôt mauvaises. Ça arrive, il faut que je la joue fine pour que le chantier soit réussi. Il est temps maintenant pour François d'accueillir et de convaincre son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Golf 3 VR6. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Pascal. Il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Il affectionne particulièrement les Allemandes et les Youngtimer, à partir du moment où il y a des chevaux sous le capot. Stéphane, ce vorace de la restauration et de la mécanique automobile, a 38 ans d'expérience en rallye et un palmarès vertigineux. Alix, ressusciter, restaurer, redonner vie, voilà le passe-temps de ce féru de voitures sportives. Manuel, pur produit de la old school mécanique, ce passionné de Youngtimer est toujours en quête d'authenticité et de travail bien fait. Et enfin, Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes. Vincent est bien connu des amateurs de l'émission à succès Top Mécanique, à laquelle il a participé. La voiture qui est dans le container, les garçons, c'est une voiture des années 90. Ah, ça respire déjà. Donc c'est un Youngtimer, futur collector, future voiture de collection, surtout que la version qui est dans le container, elle est la version la plus rare, la plus désirable. C'est l'année de naissance, quoi. Donc, années 90, c'est une bagnole qui m'intéresse, c'est sûr.
Maintenant, lesquels? Les années 90, c'est un petit peu les années où justement tout le monde s'est mis à sortir des petites compasses. Et du coup, on sait pas forcément où est-ce qu'il veut en venir, ni quelle auto, ni quelle marque, on n'a pas trop d'idées, pas trop d'avis. C'est une voiture allemande. Ah, Alors, c'est quoi? C'est une voiture de Mercedes? Ça peut, mais ça n'est pas. Moi, je pense que je vais faire un Golf Citroën. Ah, Golf Citroën. Citroën, c'est cylindre? C'est trop 6 cylindres. c'est une Golf 3 VR6. La Golf qui a bercé toute mon enfance, c'est la Golf que j'avais dans mes magazines, les posters dans la chambre. C'est de là que pour moi, tout a commencé dans l'automobile. Connaissant François, tu te dis, bon, allez, c'est la VR6, mais dans quel état elle va être? Ah ouais. Si au premier coup d'œil, tout le monde a l'air séduit par cette Youngtimer d'anthologie, ils n'ont qu'une envie, savoir ce que François compte faire avec. On la remet strictement et complètement en état d'origine look VR6 du début des années 90. Là, en l'occurrence, celle-ci est de 95. Le seul truc, c'est que cette voiture, elle n'a pas roulé depuis un certain temps. Pour avoir travaillé un peu avec lui, je connais ses pétouilles. Je suis tout de suite un petit poil, pas inquiet, mais je me dis qu'on va forcément trouver quelque chose. Alix a raison, avant de s'enflammer sur cette Golf 3, vaut mieux rester de marbre et attendre la suite du diag de François. Il faut vérifier, bien sûr, le moteur, faire un Et check les euros. complet. T'es en train de Mais dire que là, tu l'as pas démarré, cette voiture. non, justement, je voulais pas prendre de risque, donc je l'ai pas démarré. D'accord. Le gros du boulot, c'est effectivement une remise en route. Tu l'as acheté, Ouais. cette voiture, l'ancien propriétaire, quand il a garé, elle tournait? Oui, bien sûr, elle tournait. Si François a rassuré ses troupes, il a besoin d'aborder avec eux ce que vaut cette VR6 sur le marché, histoire de bien resituer son projet dans le contexte. Aujourd'hui, vous le savez très bien, une Golf VR6, ça n'a pas encore une grande valeur. Donc évidemment, entre le prix d'achat et le prix que nous allons voir ensemble, il faut que je m'y retrouve pour que la voiture soit économiquement viable. Après cette mise au point, nos experts trépignent à l'idée de venir voir la bête de plus près. Et c'est Manu qui ouvre la marche. Tu sais qu'une voiture tunée, tu sais pas où tu vas. Ça dépend de comment ça a été fait. Voilà, vu qu'il y a des marques. Je vais essayer, je vais tenter ma chance. Ouais, j'aime bien les Golf 3. Moi, j'adore les Golf 3 même. Celle-là, bon, il y a eu du tuning, hein, je confirme quand même. C'est les bonnes jantes, a priori. Les extensions d'ailes, elles ont été peintes. Ouais, c'est pas beau. Ouais. À prime abord, on dirait plutôt une GTD. Ça pourrait. Elle serait bien dans le sud, du côté de Marseille. Eh, On a les autoroutes. Et en parlant d'autoroute, François va emprunter celle des enchères en chauffant direct Vince avec un premier chiffre. 14 500. tiens, je vais faire le commissaire plaisir. Alors 14 500. 250. Enfin, 14. À 250. Ah bah si pour 250 tu me l'as fait, je te le donne tout de suite. 13. 13. Ça va vite, les Ensuite, gars. 12 800. 12 700. 12 700. Pascal, et là, il est en train de nous embarquer. il a vu, À ma droite, monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane. Combien dites-vous, monsieur Stéphane 12 300. 12 300. 12. 11 900. Qui dit mieux 10 000. 10 000. 10 000. Moi, je dis 8000, les gars. Oh non, non. Ah ouais, il la veut, hein. C'est clair qu'avec ses 8000 €, Vince vient de frapper un grand coup. Est-ce que ce sera le coup de grâce sur ses adversaires du jour? Manu, Non, 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 non. Non, non. Pascal, Ah bah non, en dessous de 8 000. Stéphane, Ah non, à ce prix-là, non. Alix. Non, non, ah non, à ce prix-là, impossible. Bon, les garçons, il faut reconnaître qu'il a été courageux. Il a cassé les prix comme je les aime. Donc, félicitations. C'est donc Vince qui remporte le chantier pour 8000 €. Ajouté aux 6000 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 14 000 €. S'il parvient à revendre sa Golf 3 VR6 pour 15 000 €, il dégagera un bénéfice de 1000 € pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux. Après avoir raflé la Golf au container, Vince est tout fier de présenter son trophée à Kylian, son fidèle bras droit. Comment on va? Ça va, hein, devant une Golf 3 VR6, ça va toujours, moi. hein. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, tu sais que les Golf 3, c'est tout mon truc, ça, c'est toute ma vie, ça. hein. Moi, je les connais par cœur, ces caisses-là. Tu sais bien que le focus principal sur la Golf 3, ça va être les bas de caisse. C'est toujours des gruyères Pire rouillées, gruyère, c'est une catastrophe. Bon, derrière. Bien. Tu as vu les tubes, là? Ouais. Moi, c'est l'échappement au style, ils disaient DTM de l'époque. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Ah bah j'espère bien. C'est sur d'origine, ça serait mieux. Niveau intérieur, ça se passe comment? C'est d'origine, c'est tuning Il est nickel. Il est pas du tout super propre, abîmé, ouais. ni sur les côtés, ni sur les assises.
On a bien le volant d'origine de l'époque. Ouais. On a un ciel de toit qui n'est pas décollé. Non, ça va quoi. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. Je m'y vois déjà. Tu vas déjà faire un tour avec. Ouais, carrément. Si Kylian a déjà pris ses aises à l'intérieur de la Golf, il y a comme un élément qui vient refroidir l'habitacle. Oula. Oula. Par contre, il y a un problème là. C'est une boîte auto, quoi, ta Pourquoi Golf là. Bah, ah ouais, la pédale d'embrayage, elle est enfoncée, elle est tout au fond là. Essaye de la remonter. Ouais. Ouais, bon bah là-dessus c'est émetteur ou récepteur. Comme c'est hydraulique, ça marche avec le liquide de frein. D'accord, c'est embrayage hydraulique. Les 1,4 litre, 1,8 litre, les petits modèles de Golf 3, c'est un câble. D'accord. Mais tout ce qui est GTI, TDI et VR6, c'est hydraulique. C'est hydraulique, ok. Premier jour de restauration, on commence avec une pétouille de François qui s'est omis de me dire que la pédale d'embrayage restait au fond. C'est quand même inquiétant parce que ça fait déjà une chose de plus à gérer que ce qu'il y avait déjà à faire. Allez, c'est parti. Alors, il va falloir qu'on voit ce qui se passe. Ouais. Soit l'émetteur qui est donc au bout du pédalier, Ouais. et qui envoie le liquide de frein au récepteur, ou soit c'est le récepteur qui fait plus son travail. D'accord. Ce que je vais faire, je vais passer le compartiment moteur, toi tu vas jouer avec la pédale d'embrayage, Ouais. on voit ce que ça donne. C'est parti. Vince ne perd pas de temps pour lancer les hostilités et plonge le nez dans les entrailles de la Golf. Je vais démonter les deux vis du récepteur, comme ça on y verra un peu plus clair. Ça marche. Si on commence avec un embrayage foireux, ça promet pas trop pour la suite. Hein. Bon alors, notre récepteur, là on y voit plus clair. Là je l'ai sorti de son axe, là, hop, ah oui d'accord, ok. Bon bah, il est mort. Hein. Quoi qu'il arrive, le caoutchouc est complètement foutu. D'accord. Donc ça fait plus du tout son étanchéité là. Pour approfondir son diag, Vince commence par retirer le récepteur HS. Alors, ça dit quoi? J'ai le piston du récepteur dans les mains, j'ai la tige et j'ai le soufflet qui est complètement éclaté. Ah ouais, d'accord. Normalement, le piston ne sort pas. On voit une action avec la tige, Ouais. c'est elle qui vient appuyer sur la fourchette d'embrayage ou pas en fonction quand tu appuies ou relâches. Le piston, il n'est pas censé sortir avec. Ouais, c'est un ensemble de base. On s'en viendra pas, on changera émetteur, récepteur, on mettra quelque chose de neuf. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même qu'on teste un peu ce moteur. Ouais. Parce que bon, même si on n'a plus d'action sur l'embrayage, ça ne nous empêche pas de démarrer. Vaut mieux que tu fasses tous les niveaux là, du coup. En fait. Ouais. Avant de faire rugir le légendaire VR6, Vince se lance donc dans le contrôle du niveau d'huile Niveau d'huile, on est très bien. et du niveau du liquide de refroidissement. Par contre, niveau d'eau, il n'y a pas d'eau. Ça présage rien de bon, encore une fois. Si Vince est inquiet, c'est qu'il craint une nouvelle déconvenue avec ce vase d'expansion totalement à sec qu'il remplit sur le champ. Puis il branche un booster pour donner un peu plus de jus à la batterie. Eh bien, vas-y. Elle a bien démarré, hein. Ah, ça fait plaisir d'entendre rugir le VR6. C'est vraiment un bruit atypique, hein. Il a l'air d'avoir la santé, le moteur, hein. Ouais, carrément. Si les oreilles de nos deux as de la mécanique frétillent avec la mélodie du V6, il y a comme un petit bruit qui interpelle Vince. On sent comme un bruit de frottement, par contre. C'est un bruit de frottement continu. C'est très léger, mais là-dessus, comme on a une chaîne de distribution, un tendeur de chaîne et des patins et des guides de chaîne de distribution, souvent ça, avec le temps, ça s'use. Combien de kilomètres au compteur? Alors, elle a 158 958 km. Donc 159 000, si la chaîne de distribution, ou les patins en tout cas, n'ont jamais été remplacés, c'est normal que ça fasse un peu de bruit. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que ça demande un peu de boulot. Pour changer les patins, changer la chaîne et réfectionner tout ça, il faut démonter la boîte de vitesse, démonter l'embrayage, démonter la tôle qu'il y a derrière et y accéder. Ah, c'est un gros chantier alors. Un gros chantier quand même. Avant de s'attaquer à la distribution de la Golf, Vince tient à faire quelques contrôles d'usage. Je voudrais faire un truc, c'est contrôler si la température dans les durites correspond à la température qui est indiquée au compteur. D'accord, ok. J'ai mon petit thermomètre laser. Bah là, j'ai 80 degrés dans ma durite du haut, par exemple, qui sort du radiateur. D'accord. Et dans les durites qui vont au radiateur de chauffage, j'ai 84, 86. Donc t'as combien là au compteur? Alors oui, en effet, là, on vient de dépasser les 80 degrés. Donc on est bon alors. Donc ça fait bien son circuit. Tout ce que je veux, c'est que le ventilateur il se déclenche. Ouais. Ça voudra dire que vraiment tout fonctionne. Au niveau des sons, on est bon. Ça se déclenche à partir de combien de degrés le ventilateur? Entre 85 et 90. D'accord. Ah, Ah, voilà. Donc là, on a notre ventilateur qui se déclenche donc à approximativement 85 degrés. c'est nickel, ça, c'est bon signe. C'est bon signe, ouais.
Puis le radiateur s'enclenche à la bonne température, Vince jette un œil sur le niveau du liquide de refroidissement qui a l'air de l'intriguer. Par contre, là, on a le niveau de liquide de refroidissement qui a vachement baissé quand même. Et pour autant, moi, j'ai pas l'air d'avoir de fuite de mon côté. Vince a beau balayer sa lampe dans chaque recoin du compartiment moteur, pas la moindre trace de fuite. À moins que la fuite vienne d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est mouillé au niveau de la pédale d'accélérateur. Au niveau de la pédale d'accélérateur. Ouais, au niveau des tapis en fait. Hein? Vas-y, enlève le tapis là pour moi. Tiens. Regarde, c'est trompé là. Et regarde, ça commence à couler de là-bas en plus là. Ah, c'est le liquide de refroidissement. Mais c'est dû à quoi ça? Oh putain, j'essaie. Alors ça, c'est pour le coup, ça, c'est pas un cadeau. Parce qu'on a le radiateur de refroidissement moteur, où lui, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il y a le radiateur de chauffage. Et lui, là, c'est lui qui fuit, là. Ah putain, ça, c'est la merde. Parce que là, c'est dépose du tableau de bord, dépose du renfort, dépose du faisceau pour avoir accès au radiateur de chauffage. Mais Putain, pour une pièce à 50 balles, faut tout se taper. Ça, j'avais pas prévu ça. Hein. Cette fuite du radiateur de chauffage vient contrarier notre expert. En attendant de se pencher sur le sujet, Vince préfère enquiller avec la compression moteur. On va prendre des compressions quand même. Comme ça, on est sûr du cœur de notre moteur. La compression, c'est la capacité de comprimer de l'air dans chacune des chambres de combustion. Plus la compression de l'air est optimale, plus les performances moteurs seront bonnes. Si la compression n'est pas bonne, c'est qu'il y a des fuites d'air à l'intérieur du moteur. Du coup, le fonctionnement du moteur ne sera pas optimal. Ce test permet d'avoir confirmation de la bonne compression de chaque cylindre et d'éventuellement détecter un souci comme un piston qui commencerait à fatiguer. Moi, je vais sortir toutes les bougies. Et puis, après, il faudra que, pied sur l'accélérateur, coup de démarrage, je débranche l'allumage. Et puis, on prend nos compressions de nos 6 cylindres. ouais, OK? c'est parti. Pour effectuer ce test, Vince démonte les bougies et installe le compressiomètre qui va mesurer la compression. Au mieux là? Ouais. La compression doit toujours correspondre aux préconisations du constructeur. Alors? Pas de surprise, c'est en très bon état. Tu vois, on a nos compressions. On a 11, il y en a qu'une où il y a 10. Mais bon, franchement, tant que c'est entre 10 et 11, Ouais, c'est super en fait. bah, c'est très bien là. Et franchement, c'est rare hein, d'avoir d'aussi bonnes compressions sur un moteur. Après les compressions validées, Vince va passer en mode solo pour vérifier ce problème de distribution. Pour ça, il dépose la durite et la pipe d'admission, le cache du culbuteur et le joint. Alors, tu t'en sors? Ouais, déjà, je suis content parce qu'au niveau des arbres à cam, tu vois, c'est pas marqué. C'est vachement propre en vrai. Ouais, carrément. Donc là, en vrai, j'ai démonté tout ça parce que je voulais avoir accès à la chaîne de distribution. Allez, on entraîne donc les deux arbres à cam. Ici, on a un tendeur de chaîne qui est hydraulique. Ok. Donc plus l'huile va monter et monte en pression, plus ça va vraiment tendre la chaîne. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est que derrière, il y a des guides. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des repères. Un sur la poulie ici et un sur la poulie là, sur la chaîne aussi. Comme ça, je vais pouvoir détendre mon tendeur de chaîne là. Ok. On va pouvoir apercevoir un petit peu ce guide là. Pour accéder au guide de chaîne, Vince place ses marques sur les poulies, sur la chaîne et enlève le tendeur de chaîne. Donc notre tendeur hydraulique, tu vois, c'est ça. Il est rempli d'huile, donc il est bien en pression. Et sinon, tu vois, cette partie-là, quand il n'est pas bien rempli d'huile, ça laisse passer de l'air. Et du coup, cette partie-là rentre. De toute façon, le tendeur de chaîne, je comptais le remplacer. Une pièce qui, avec le temps, quoi qu'il arrive, s'use. Donc je préfère toujours mettre du neuf comme ça sur une restauration. Alors, je veux vraiment voir si le guide ici, il n'est pas bouffé. Vince ausculte le guide avec sa lampe et le verdict est sans appel. Tu vois le guide là, tu vois la chaîne, elle frotte sur un guide. Ouais, je vois. Tu vois la trace de ferraille contre ferraille déjà là ou pas? Ouais. La chaîne frotte contre la ferraille. Donc c'est grave la merde parce que de 1, la garniture elle y est plus, les rivets y sont plus. Donc soit ils sont dans le carter d'huile, et avec un peu de chance ils sont dans le fond du carter donc ils causent aucun dommage. Mais s'il faut, il y a encore des résidus qui sont quelque part en bas, sur un autre pignon ou quoi. Si on laisse comme ça, à force de frotter contre la ferraille, le guide de chaîne il va casser. Si c'est pas lui qui casse, c'est la chaîne qui casse. Ce problème de guide de chaîne vient une nouvelle fois contrarier les plans de notre restaurateur qui va devoir trouver un moyen pour changer la distribution. Ce qu'on va faire, c'est que on pourrait sortir juste la boîte, l'embrayage et le carter qui est là pour pouvoir remplacer la chaîne. Il n'y a pas de place, ça m'énerve. Donc on va faire quoi? On va enlever la face avant, on va sortir moteur boîte. Ok. On l'aura bien compris, avec Vince, faut de l'espace. C'est donc parti pour la dépose de l'allumage, la vidange du liquide de refroidissement
et le démontage de la face avant. Comme ça, t'as accès à tout. Super. Ouais, impeccable ça. C'est tellement plus simple. Oui, c'est clair. Là, je vais enlever les périphériques, revidanger le moteur, etc. Et puis après, il y aura François pour m'aider. Ouais, Enfin, j'espère, en tout cas. C'est sur cette note d'espoir que nos deux gaillards terminent cette journée qui a réservé son lot d'imprévus. Espérons pour eux que la suite des travaux soit plus radieuse. Sixième jour de travaux. Après quelques jours d'absence, François arrive au garage pour retrouver sa Golf et venir épauler son jeune restaurateur. Ah, Monsieur Vincent, Mon cher François. tu fais du mécano aujourd'hui, c'est quoi l'histoire? Ouais, je t'avoue que j'ai eu pas mal de surprises. Hein. T'as carrément sorti le moulin, toi. On aurait pu l'éviter, mais c'était pas très cool de bosser sur un moteur en vrac, tu sais, dans le compartiment moteur. Pour déloger le cœur mécanique de la carcasse allemande, Vince a déposé les roues, la batterie, les faisceaux électriques, la tringlerie, les tuyaux de carburant, la traverse. Et pour finir, la boîte de vitesse. Après une telle opération, François peut maintenant voir de plus près ce VR6 de légende. Eh, c'est vrai que quand il pense, ce moteur, il est quand même vachement compact. Hein. Ben, pour un 6 cylindres, Quand tu dis que c'est un 6, t'as 3 cylindres comme ça, Ouais, et 3 trois. cylindres comme ça. c'est quand même C'est 15 degrés d'inclinaison. hyper serré, quoi. Bah, fallait que ça rentre dans le compartiment moteur. Hein. Ouais, mais souvent, les V6, on est habitué à ce que... Bon, Ouais. voilà. C'est une belle... c'est une... Belle conception. Moi, je me régale là sur ton moteur. Je prends du plaisir, mais à fond. Si Vince prend plaisir à travailler sur ce VR6, c'est que ce moteur est différent d'un V6 traditionnel. Sur un moteur V6 classique, il y a deux séries de cylindres nommés bancs. Ils sont inclinés selon un angle défini par le constructeur, habituellement à 60 ou à 90 degrés. Sur ce moteur VR6, cet angle n'est que de 15 degrés. Les cylindres sont proches mais pas alignés et une seule culasse suffit pour le haut moteur. Ce qui lui confère son appellation VR, avec V pour moteur en V et avec R pour Rehan Motor. Cela peut se traduire littéralement par V6 en ligne. Cette architecture moteur VR6 permet de gagner en encombrement et en poids afin de pouvoir le glisser dans des compartiments limités pour des compacts à caractère sportif. Cela permet également de combiner les avantages d'un moteur V6 et les avantages d'un moteur 6 cylindres en ligne, donc un moteur plus performant à bas et à haut régime. En résumé, ce moteur VR6, c'est de la belle mécanique performante comme on les aime. Bah, après, bon, il y a plus de boulot que ce qu'on avait prévu. Il y a plein de petites conneries à voir. Qu'est-ce que vous feriez s'il n'y avait pas des petites pétouilles, les gars? Hein? Et ben, on se ferait moins chier. Ça, c'est bien envoyé de la part de Vince. Il est temps pour lui de balancer sur les gros dysfonctionnements de ce chantier. La pédale d'embrayage est restée au fond. Ouais. Donc tu n'avais pas de mouvement d'embrayage, ça ne Ouais. marchait pas. Donc a priori, récepteur foutu, le soufflet est mort. Oui, mais mort. ça, c'est un truc assez habituel, ouais. Donc voilà, ça jusque-là, pas D'accord. grand-chose. Ok. On a fait chauffer le moteur. Ouais. Donc déjà, j'entendais un petit frottement Ouais. qui était difficile à entendre quand même à l'oreille, mais je sais que sur ces moteurs-là, tu as deux types de guides de chaîne. Ouais. C'est un moteur à chaîne de distribution. Exact, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a démonté un petit peu le tendeur, histoire d'y voir un peu plus clair. D'accord. Sauf que sans enlever réellement les carters, on ne peut pas constater l'état des patins, des tendeurs, etc. D'accord. Donc, on va démonter ensemble, D'accord. et de toute façon, on va repartir sur un kit chaîne neuf. Après avoir soulevé le premier couac sur la Golf, Vince enchaîne avec un imprévu supplémentaire que François n'avait pas relevé. On s'est aperçu en faisant chauffer la voiture qu'il y avait une perte de liquide de refroidissement. Conséquente. Il y a une fuite quelque part? Oui, mais la fuite, elle n'est pas compartiment moteur, Ouais. elle est dans l'habitacle. Le radiateur de chauffage, il doit être mort. Ça D'accord. pisse le long du pédalier. Oui, va donc ça recouvrir dégouline la- sur la moquette. Le pied, tu fais ça là. Ah ouais. Tu vois? Avant de s'attaquer à ce problème de fuite de radiateur, Vince se penche sur le gros focus du jour, la distribution. Bon, François, comme tout bon moteur qui se doit, une chaîne de distribution ou une courroie de distribution, Ça se change. ça se change. Et donc pour ça, il faut caler le moteur. Caler le moteur au PMH. Le PMH, c'est quoi?
le point mort haut. C'est comme quand le piston remonte à son maximum. Une fois qu'il est au point mort haut, on sait qu'on est bon, on est bien calé. Oui. Donc pour ça, il faut que tu nous tournes le petit vilebrequin. En faisant tourner le vilebrequin, François fait monter le piston au point le plus haut. Là, Là, on doit être pas mal. là, on y est. Donc, tu as une petite cale qui sert à bloquer les deux arbres à cames dans cette position-là pour que ça bouge pas pendant qu'on change, effectivement, la chaîne de distribution, le tendeur et tout ça. Pour rappel, D'accord. la chaîne de distribution ou la courroie de distribution, ça sert à entraîner le haut moteur Ouais. et le bas moteur Synchronisé. synchronisés, donc que ça tourne vraiment en harmonie. Oui. Puisque si on se trompe dans le calage et que ton haut moteur n'est pas calé avec le bas moteur, les soupapes, quand elles vont s'ouvrir ou se fermer, elles vont venir embrasser le piston. Trop tôt ou trop tard, et donc c'est la cata. Pour éviter une éventuelle cata, nos deux experts passent à l'action avec la pose des cales de fixation pour bloquer les arbres à cames. La dépose de la vis du tendeur de chaîne HS, le démontage de l'allumeur et du carter supérieur pour accéder à la chaîne de distribution. On a notre premier guide, et ici nous avons le deuxième. Il est bouffé. Tout se barre en sucette. C'est bien qu'on le change maintenant. Voir ça, dans quelques temps, ça tombe dedans, ça bloque quelque chose, ça nous pète quelque chose. Ouais. Et celui-ci, il a un tendeur particulier. Il Ouais. fonctionne uniquement à la pression d'huile. Ouais. Tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on a notre chaîne qui passe ici. Lui, il est vissé là et il est graissé par ce tout petit Ouais. trou. Donc si ça se bouche, Ouais. lui, il est plus en pression, il fait plus son travail, il pousse plus le tendeur et tout ça, ça casse. Pour que la Golf reparte avec une meilleure distribution, Vince a pris les devants et commandé un nouveau kit beaucoup plus performant que l'ancien. Tu vois, ça c'est le nouveau. Donc il va avec ce nouveau. Ah oui, donc faut changer les deux. Déjà, ils n'ont pas la même exacte Ouais, ouais. fixation, tu vois. Ouais. Et celui-là, Eh oui, pas con. il a un petit ressort. Voilà. Ce qui permet qu'en cas de chute de pression d'huile, Ouais. quelque chose, il tend toujours ta chaîne. Ouais. Donc une fois qu'il est en pression d'huile, forcément il fait son travail, il devient dur, mais au moins quand il y a une petite chute de pression ou que c'est plus alimenté en huile, il maintient la tension de la chaîne. Donc maintenant ce qu'on va faire, parce que du coup pour pouvoir changer ça, il faut quand même démonter la deuxième partie. Ouais. Alors écoute, on va sortir le volant moteur. Pour cette opération, Vince dépose le volant moteur. Ah oui, il faut faire très attention. C'est qu'entre ces deux parties-là, tu vois le joint qui est Ouais. C'est le joint de culasse. de culasse. Donc si on le pète, il faut redémonter tout le moteur pour changer le joint de Il culasse. faut surtout déculasser. Pour éviter de tout déculasser, Vince va y aller tout en douceur avec la dépose du carter du bas, du pignon et du second guide de chaîne qui a l'air tout aussi abîmé que le premier. Donc là, tu vois, on voit vraiment l'usure. Normalement, ce côté-là, il est comme ça aussi. Voilà. Donc ça a creusé effectivement la bakélite. Avec ça, on aura plus. Bah là, oui, on n'aura plus ce problème. On a un support métallique avec par-dessus une garniture qui est rivetée. Avec le temps, avec le frottement de la chaîne, la tension, etc., la garniture s'effrite, s'en va, tombe dans le moteur, ça casse le moteur. Ça, c'est inévitable. Là, avec le guide de chaîne en plastique, on n'a plus du tout ce souci-là. On n'a pas de bruit, on n'a pas de dépôt, on n'a rien du tout. Donc, on est vraiment tranquille avec cette modif. Pour finir la dépose de la chaîne du bas, Vince démonte le pignon et le guide de chaîne. Maintenant qu'on a tout démonté, Ouais. il ne reste plus qu'à remonter en neuf. Avec du matériel neuf. C'est reparti en sens inverse avec le remontage du nouveau tendeur, du pignon, Hop. du premier et du deuxième guide et de la chaîne du bas. Pour vérifier le tout, François enlève les cales de fixation et tourne le vilebrequin avec une clé. Reste à Vince de tendre la chaîne à la main. Voilà. On est bon? Là, on est bon. Ok. Là, on est parfait. Pour maintenant, il nous reste à remonter les carters. Tout à fait. Du haut, celui du bas. Le petit carter qui a le droit à son petit joint spi tout neuf. Avant de monter les carters, Vince met de la pâte à joint tout autour des deux pièces Là, faut pas se louper. et assure à l'aide d'un maillet la pose du carter du bas, du haut. Et pour finir, il place et visse le tendeur de chaîne. Tu vois la chaîne qui remonte, Ouais, exact. Jean-Michel Climent. Ouais.
À peine le temps de souffler que nos deux cracks enchaînent avec le montage de l'embrayage neuf. Pour ça, ils remontent le volant moteur avec un nouveau joint d'étanchéité, le disque d'embrayage et le plateau de pression. Et bien maintenant, on va peut-être s'occuper de la boîte de vitesse. Pour ça, Vince graisse la butée et pose la fourchette d'embrayage. Tac, voilà. Nickel. Ça glisse parfaitement. C'est à la force des bras que la boîte de vitesse rejoint le moteur Ok. Écoute, ça m'a l'air pas trop mal, hein. Ouais, moi je suis bon, là je suis dedans, là. pour y être assemblée avec des vis de fixation. Pour rester sur cette bonne dynamique, Vince veut s'attaquer au dernier focus du jour, le changement du récepteur d'embrayage. J'en ai racheté un neuf. C'est une pièce d'usure, hein, c'est sûr. Je rappelle, c'est un récepteur hydraulique. Donc là, on va le monter sur la boîte de vitesse, mais on ne pourra pas tester sa fonction. La tige appuie sur la fourchette qui entraîne la butée et du coup vient en pression sur le mécanisme pour libérer le disque et faire le débrayage. Après cette piqûre de rappel, Vince installe en 2 temps 3 mouvements de clé le nouveau récepteur. Alors mousse-toi. Hop, hop, hop. Voilà, là je suis dedans. Celui-là, il est dedans, c'est bon. Ok. Bon, tu m'avais annoncé aussi un petit souci avec le radiateur de chauffage. Alors, on va étudier chaque chose Ouais. en son temps quand même. Je vais finir de remonter le moteur, on va D'accord. peut-être remettre dans la bagnole, Ouais, le mettre en fonction, ok. et après on s'occupera de ça. D'accord. C'est sur ce plan de vol que François quitte les lieux. Si ce chantier ne présente pour le moment aucune grosse alerte, le chemin reste encore long pour apercevoir le bout du tunnel. 7e jour de travaux. Aujourd'hui, François a décidé de breaker un peu. C'est donc en solo que Vince poursuit le chantier sur la Golf 3. Bon François, aujourd'hui, on va remonter le moteur du VR6 dans son compartiment. J'ai toutes les périphériques à remonter, donc ça va prendre un petit peu de temps. Je te tiens au courant, mon François. Alors maintenant, on va passer à la pose du démarreur. Le démarreur que remonte Vince est une pièce du moteur qui sert à faire démarrer le véhicule. Alimenté par la batterie, il permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Cette petite pièce indispensable se trouve au cœur du véhicule. Ok, démarreur terminé. On va remonter ce petit tube. Ce petit tube, c'est un guide de liquide de refroidissement. Avant d'en assurer la pose, Vince graisse les joints du guide et monte la pièce. Là, on est bon. Bon, bah, pompe à eau. Pour monter la pompe à eau, notre expert clean dans un premier temps la surface. Voilà. Moi, j'ai une bonne accroche. Pour une bonne étanchéité, on va mettre un petit coup de pâte à joint. Après l'ajout de la pâte à joint, la pompe à eau peut être fixée sans encombre. Bon, la pompe à eau, c'est fini. Je vais remettre le boîtier d'eau avec son thermostat. Avec Vince, pas de temps mort. Pour le changement du thermostat, il dévisse le boîtier de sortie d'eau. Donc, mon petit thermostat, on va remplacer, on va mettre un neuf. Hop là. Et voilà. Vient ensuite le remontage complet du boîtier de sortie d'eau. Le boîtier de sortie d'eau est utilisé comme raccord entre les différents tuyaux du circuit de refroidissement. Sa fonction est d'assurer l'écoulement du liquide de refroidissement et son maintien à une température optimale pour assurer le bon fonctionnement du moteur et ainsi éviter une surchauffe. On est très bien. Et c'est reparti pour le montage. Vince greffe le boîtier de sortie d'eau au moteur. Allez, c'est bon. Il enchaîne avec la pose et la fixation de la rampe d'injecteur. Ok, ça c'est good. Vient ensuite le raccordement électrique pour l'allumeur et pour le reste de la voiture. Et voilà. Ok.
c'est au tour de l'alternateur d'être monté sur le moteur. Ok, alternateur en place. On va en profiter pour mettre notre galet tendeur. Le galet tendeur, c'est l'élément qui permet de tendre et de guider la courroie d'accessoires. Donc galet tendeur en place. Vince file chercher la pompe de direction assistée et ses 2 poulies et pose l'ensemble. La pompe de direction a pour fonction principale de faciliter le changement de direction d'un véhicule. Grâce à cette pompe, il n'est pas nécessaire d'appliquer de la force pour tourner le volant. Notre as de la mécanique enquille avec l'installation de la courroie d'accessoires. La courroie est bien passée partout. Je peux retendre le galet. Et ma courroie va se tendre toute seule. Et voilà, là on est tendu, on est bien. Après la distribution, Vince passe à l'échappement et au support moteur. Après avoir bossé d'arrache-pied, Vince tient à faire un point avec le grand ordonnateur du projet. Alors mon François, j'ai fini de remonter tout ce qui va sur le moteur, tous les périphériques, donc la rampe d'injection, l'alternateur, le démarreur, etc., etc. Donc là, moment décisif, on va le remettre dans la bagnole. Allez, à plus. C'est parti pour une étape bien compliquée pour Vince, greffer ce VR6 dans le compartiment moteur. Et le faire seul complique la tâche vu le poids de la bête. Première étape, il sangle le moteur, le relie à une chèvre. Ensuite, il déplace le moteur, le soulève et sort son regard aiguisé pour que le moteur rentre pile poil dans le compartiment. Ah là. Pour fixer le moteur au châssis, il pose les supports. Et pour finir l'opération, il monte la traverse. Et voilà. Reste maintenant à faire le bilan de cette journée avec le grand absent du jour. Bon alors, mon François, fin de journée là. Il est pas dedans ce moteur? C'est pas beau ça? Bon, par contre, tu me fais pas faux pour le tableau de bord. Hein. Je compte sur toi. Là, vraiment, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de bras surtout. Allez, ciao mon François, je t'attends. Espérons que François tienne compte de cet appel du pied pour venir en aide à Vince sur le prochain gros focus de la Golf. 9e jour de travaux. C'est une nouvelle journée qui commence pour la Golf 3 avec toujours Vince aux commandes et François en renfort de poids. Comment ça va? Ça va et toi, mon François? Ça va bien? Ouais. Alors, t'en es où? Eh ben, regarde, je prépare le terrain là Génial. pour qu'on puisse démonter le tableau de bord. On l'a refait. Tu as vu nos beaux sièges comme moi? Ouais, ils sont encore pas mal, hein, franchement. Si les sièges sont encore en bon état, l'habitacle de la Golf, lui, n'a rien à leur envier. Tu m'as pas trouvé n'importe quel VR6 parce Non, franchement, elle était pas mal, c'est pour ça que je l'ai prise. Je pense que des VR6 dans cet état-là, structurellement parlant, c'est pas des masses. que structurellement parlant, c'est le plus beau que j'ai vu. Alors ensuite, bien sûr, il y a toujours des pétouilles, ça c'est pas nouveau. L'histoire du radiateur de chauffage, il n'y a pas que sur les Golf 3, malheureusement. Radiateur de chauffage, oui, et ça arrive beaucoup sur beaucoup de voitures, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est pas sur toutes les voitures qu'on a besoin de démonter. Non, ça c'est sûr. Tout le tableau de bord, C'est pour changer une pièce qui vaut pas grand-chose, on va y passer une demi-journée. Voilà. Pour ne pas perdre de temps, Vince profite de la présence de son acolyte pour la dépose du tableau de bord. Mais avant de lancer les hostilités, quelques consignes d'usage s'imposent. on va commencer par enlever chacun de notre côté le bas du tableau de bord là. Ça marche? Ok, donc toi ce côté-là, moi ce côté-là. Ça roule? Ensuite, on sortira la console centrale. Et puis après, on avance petit à petit. Ça roule. François, je crois qu'il n'est pas encore prêt à entendre ce que je vais lui dire. Parce qu'aujourd'hui, très grosse journée. On attaque par dépose de tout l'électronique de tableau de bord. Boîte à gants, Hop. soubassement de tableau de bord. Ah oui, effectivement, ça sort. Yes. Compteur avec tout ce qui est vraiment digital. Après, c'est pas fini. Puisqu'une fois le tableau de bord complet retiré, on dépose la console centrale avec le frein à main, le levier de vitesse. Tout ça pour atteindre le bloc chauffage. Donc c'est vraiment une grosse journée. Figure-toi que ce tableau de bord-là, Oui. là non plus, ils n'ont pas très bien réfléchi. Ouais. Ils nous l'ont fixé dans la bête pare-brise.
Ah, c'est pas possible. Donc il faut démonter les bras d'essuie-glace, la baie de pare-brise, Ah la le moteur vache. d'essuie-glace pour accéder aux deux vis. Allez François, un peu de courage. Pour déposer ce fichu tableau de bord, nos deux experts repartent donc au charbon avec la dépose des cache-vis Nickel. et des essuie-glaces, C'est tout bon. la baie de pare-brise et le moteur d'essuie-glace. Maintenant que la voie est dégagée, il est temps de déposer le tableau de bord. Ouais. Et c'est Yes. génial. Top. Allez, donne. Tu le prends. Ok. À peine le temps de souffler que nos deux spécialistes remettent le bleu de chauffe avec le démontage du renfort du tableau de bord. Voilà. Nickel. Tiens. Ça y est messieurs, la voie est libre pour passer à la suite des opérations. Ça, c'est notre bloc chauffage. Ouais. C'est tout ça jusque là-bas. Ouais, c'est tout le bloc complet. Tout ce bloc-là qu'on va démonter. D'accord. Alors, je vais passer de ton côté pour juste enlever quelques bricoles. Ouais. Et toi, tu vas aller compartiment moteur. D'accord. Parce que ça se encore du compartiment Eh oui. moteur, les fixations. Pour déboulonner côté moteur. C'est ça. Ni une ni deux, François file vers le moteur et enlève les différentes fixations du bloc chauffage. Voilà. C'est tout bon. Avec ce feu vert, Vince n'a plus qu'à retirer le bloc chauffage et le déposer sur la servante. Et voilà la bête. Bon, alors maintenant, le radiateur en question qui nous fait défaut, Ouais. il est là. Ouais. Alors, comment ça marche? D'accord. Le liquide de refroidissement issu du compartiment moteur arrive ici, dans Ouais. du RIT. Si tu es sur le froid, bon bah forcément, pas de chauffage dans l'habitacle. Par contre, quand tu tournes le bouton sur le chaud, là, ça déverrouille le clapet ici, qui te laisse passer de l'air chaud dans l'habitacle. D'accord. Alors l'air chaud, c'est le liquide de refroidissement réellement qui vient dans le radiateur. Ouais. Ça chauffe ici. Bien sûr. Et ensuite, on a le ventilateur qui est là, qui vient se mettre à tourner quand tu actionnes les vitesses et propulse l'air chaud issu du radiateur Dans l'habitacle. dans l'habitacle. Sauf que là, si ça fuit, bah, non seulement tu te retrouves avec effectivement du liquide de refroidissement dans l'habitacle sur la maquette, mais en plus, ça fait par définition baisser Ton niveau de- le niveau régulièrement. Au tableau de bord, on t'informe qu'il manque du liquide de refroidissement. Et oui François, c'est exactement ce qu'il s'est passé avec la Golf 3. Rappelez-vous, quand Kylian avait pris place dans l'habitacle, il a eu droit à un petit bain de pied de liquide de refroidissement. Regarde, c'est trompé là. À Vince maintenant de mener son enquête pour savoir d'où peut venir le problème. Pour ça, il retire le radiateur. Alors visuellement, c'est pas très parlant au niveau de la fuite. Si la fuite n'est pas flagrante sur le radiateur, Vince va très vite déchanter en découvrant les dégâts provoqués à l'intérieur du bloc chauffage. Ouais, c'est pas beau. Tu vois, il y a de l'eau au fond, Ouais. ça coule en dessous, ça vient ici, hein, clairement. Donc forcément, ensuite, ça dégouline sur la moquette. de toute façon, on a les vieilles traces là, tu vois, de fuite. Ah ouais, c'est clair. Donc ce qu'on va faire maintenant, tu vas t'occuper Ouais. de nettoyer tout ça. Ouais. Moi, ok. je vais m'occuper d'autre chose, Ça marche. c'est de démonter la moquette. François part donc pour un grand ménage de printemps. À l'aide d'un souffleur, il nettoie toutes les saletés et autres moisissures provoquées par cette fuite. Pendant ce temps, Vince dépose la moquette. Et vu sa tronche, elle est dans un sale état. N'est-ce pas François? Ouh la vache. Un beau paillasson. Ah ouais. Là, on est plus proche de la serpillière que du paillasson. Là. Ah bah là, Ah ouais, ça va peser son poids rien qu'en flotte. c'est bon, hein. Ah puis ça sent le, ouais, ça C'est sent l'humidité. C'est bon, hein. Ouais. Bah. Destination poubelle pour cette moquette toute cramoisie. Place au remplacement du radiateur flambant neuf. Ça va venir en lieu et place de l'ancien. Évidemment. Sauf que c'est du tout neuf, donc théoriquement ça marche tout seul. Celui-là, il n'y aura pas de fuite. Nickel. Ça se clipse, en plus ça c'est top. Je me remets ça dans l'habitacle. Ben, Tu restes. Je vais t'aider. Oui, et moi je suis dans l'habitacle. Je le Oui. mets en place. D'accord. Toi de l'extérieur. Je le revisse. Exactement. On ne change pas un duo qui gagne. Vince ouvre la voie en faisant passer les câbles du bloc chauffage pour le remontage, toujours avec François. Donc les deux tuyaux sont sortis. Ok, est-ce que par contre je tombe en face de l'autre côté? Non. Voilà, nickel. Pendant que François visse le premier câble, Vince place le bloc moteur à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. Écoute, pour moi en tout cas, Ah ouais. c'est bon. C'est en place. Ouais, nickel. Hop, je te visse la deuxième. Hop, Voilà. voilà. Et c'est vissé. Malheureusement, là pour l'instant, on peut pas remettre en fonction le radiateur. Il faut qu'on remonte la petite d'admission, le cache-cuit de buteur. Je remette tout le circuit de dos en fonction. Ok. Et puis là, on aura le verdict de savoir si ça fuit. Et ben c'est nickel. Mais ça ne fuira pas, D'accord. puisque c'est une pièce neuve et que tout ira bien. Et ben c'est bien pour aujourd'hui. Pas mal. Tu Bon, bah, reviens, écoute, tu me laisses remonter tout Ouais. ça au propre. pas que ça dure 6 mois. Non, tu connais, ça va aller vite. C'est avec cette franche poignée de main que nos deux gaillards se quittent
en attendant de se retrouver pour la suite du chantier qui est encore loin d'être terminé. 13e jour de travaux. Après un coup de fil, François rapplique dardard au garage au volant de la cultissime Golf GTI, la mamie de la VR6. Après un check entre amis, Ah, mon Vince. Bon, Vince fait un point sur l'avancée des travaux. Toute la mécanique donc est remontée, Ouais. branchée, tout est prêt à fonctionner. ok, Là, je remettais, tu vois, la face avant en place pour pouvoir raccorder toutes mes durées de dos. nickel. Tableau de bord remonté, Ouais, parfait. en grande partie, hein, sur Ouais, la ouais, partie ouais. du dessus. Ok. La seule chose, j'ai toujours pas récupéré ma petite pipe d'admission. Ah, merde. Donc, on ne pourra pas faire de mise en route aujourd'hui. C'est pas grave. Bon. J'ai un petit truc à voir en dehors. J'ai eu des petites infos. Tu sais que Ouais. je suis un ancien casseur. Ah, tu m'as pas tout raconté. J'ai un petit peu de ressources dans le milieu. D'accord. Je sais qu'à la casse, il y a une Golf 3 qui est arrivée. Et tu vas aller récupérer des pièces? Bah ouais. L'idée, c'est de récupérer un max de pièces. Ok. Et comme ça, on revient, on a tout ce qu'il faut pour remonter. Le gérant de la casse m'a appelé en me disant qu'il avait rentré une Golf 3. Il y a forcément des choses qu'on peut récupérer dessus. Là, principalement, on a besoin de pièces d'accastillage. Donc, on a besoin de rétro, de phares, de feux, de baguettes, de moulures. Il n'y aura peut-être pas tout de toute la liste qu'on a besoin, mais il y aura une bonne partie, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, à voir dans quel état c'est. Premier jour, quand elle est arrivée, on avait fait le tour un peu avec Kylian. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, les extensions d'ailes, là, ils sont peints de couleur carrosserie. C'est un peu dommage, ouais. Au niveau des bas de caisse, Ouais. donc là, nous, nos bas de caisse, tu vois, ce qui est bien, c'est en bon état. Ouais, et ça, c'est rare, parce Y a que pas de- c'est souvent là que ça pourrit. Quand on démontera les passages de roue, on verra Ah oui. bien l'état d'en dessous. D'accord. On a besoin des baguettes. Ouais. Sur les bas de caisse, on a un petit bandeau qui vient par-dessus faire la finition. Ouais. Très très dur à trouver, celui-ci. Ok. On a besoin des rétros parce que celui-là, Oui, fatigué celui-là, ouais. voilà, de l'autre côté, il manque la coque, Ouais. il tient mal. Idem pour l'arrière, l'extension. Ouais. Derrière, rappelle-toi, on a les feux arrière, Hmm. le silencieux d'échappement. Bon voilà, il faut qu'on remette en état tout ça. On va se démonter un petit peu de trucs parce que l'idée c'est de faire une bonne liste pour rien oublier à la casse. Nos deux experts se lancent dans le grand bain de la dépose de pièces avec comme première étape le fameux silencieux. On a le collecteur d'échappement qui sort du moteur, Ouais. qui ensuite s'enchaîne sur soit un catalyseur, soit là en l'occurrence un tube. Ouais. Ensuite on a un silencieux intermédiaire Mhm. et on a le silencieux arrière. D'accord. Donc là, évidemment, on n'a changé que le silencieux arrière. Tout le reste est d'origine. J'ai le reste et que le reste est en bon état. En plus d'être moche, le silencieux Ouais. c'est pas réglementaire. Non, en plus. Pour que la Golf 3 ne se fasse pas toper au contrôle technique, nos deux as de la mécanique déposent le silencieux à coups de clé Ça y est, c'est tout bon. Tiens, ok, super. et de maillet. Et là, c'est tout bon. Une fois la dépose du silencieux réalisée, François tient à demander à Vince comment il compte faire pour le remplacer. Le silencieux d'époque n'est plus fabriqué. Non, j'en ai recommandé un neuf. Ouais. Mais c'est pas l'identique à l'origine, c'est simplement au niveau de la double sortie. Ouais. D'origine, vraiment, c'est double sortie, biseautée, Ouais, je me souviens. ovalisée un petit peu. Absolument. Maintenant, ils nous sortent d'une double sortie ronde avec deux embouts un peu chromés. Moi, avec les années, j'ai récupéré sur les silencieux qui étaient pourris Ouais. les La sortie chromée. Voilà, comme ça, on aura vraiment le look D'accord. total origine. Ouais. Après avoir rassuré François, Vince enquille avec la dépose des roues Hop, c'est tout bon. et fait sauter les rivets pour enlever les extensions. Son acolyte, lui, se charge des baguettes. Et voilà. Globalement, c'est pas mal parce que souvent, l'inconvénient de tous ces caches, c'est là que vient se nicher l'humidité, la boue, la flotte, etc. Et le jour où tu démontes, bah, derrière, c'est Soit pourri. que, Là, il y a une trace de rouille, mais objectivement, c'est pas très méchant. de toute façon, on va le voir tout de suite, tu vas enlever le pare-boue. Ouais, ouais. C'est ici que se loge toute la merde, derrière, la Exactement. terre, etc. Ouais, ouais. Quand tu vas l'enlever, à mon avis, on va avoir un petit paquet de terre qui va tomber. Pour voir si le badel ressemble à un nid à rouille, François démonte le pare-boue et procède à l'état des lieux. Ok. On a un peu de rouille en surface, mais l'aile n'est pas pourrie jusqu'au Voilà. bas. Bon, c'est plutôt quand même Ouais. une bonne surprise. Il ne reste plus qu'à faire la même opération de l'autre côté de la Golf Nickel. et découvrir si c'est une bonne ou une mauvaise pochette surprise. Bon, donc effectivement, en dessous, bah, on est à le même truc que de l'autre côté. Donc, on n'a pas forcément besoin de démonter ces bas de caisse-là qui sont bien fixés et en état impeccable, Ouais. parce que les ailes, elles sont pas pourries. D'accord. On va redescendre d'un étage pour enlever les feux arrière. C'est reparti pour la dépose des feux arrière. Mais au moment de plonger le nez dans le coffre, il y a comme un élément en vrac qui fait son apparition. Ça, tu vois, par exemple, c'est la bavette qui va en dessous le pare-choc, d'origine spécifique
des VR6 et des GTI. Donc là, bah, forcément, tout est cassé. Hein. Si on arrive à l'avoir sur la bagnole, Celle qui est dans la casse. ça serait génial. Parce que ça, pareil, c'est plus fourni par Volkswagen. En attendant de trouver une pièce rare, nos deux gaillards démontent les feux arrière Et voilà. et passent au rétro avant. Vu que nous avons des rétros électriques, Ouais. c'est un peu chiant, il faut démonter le panneau de porte pour accéder à la prise. Eh oui, on n'est pas dans les années 60 là. Et oui, François, il y a pas mal d'électrique dans une Youngtimer. Et pour ça, Vince dépose le cache et déclipse le panneau de porte. Il débranche la prise électrique du rétro et François peut enfin récupérer la pièce et vérifier l'autre rétro. Je pense que la coque, hein, parce que tout le reste est en bon état. Eh ben, tu as raison. On s'enquiquine pas à démonter. On va récupérer une coque. Et ça ira très bien. Bon, eh ben, on fait notre petit listing de pièces. Ouais. Nous avons besoin de 2 phares d'origine. Une calandre en bonne et due forme, spécifique GTI et VR6 puisqu'il n'a que 2 barrettes. Des anti-brouillards, 2 petits caches qui vont à côté des anti-brouillards. Un spoiler avant, 2 pare-boues avant. Un kit extension et baguette de porte. Les petites baguettes de bas de caisse. Rétroviseur gauche, coque de rétro côté passager, 2 feux arrière, côté tableau de bord, l'entourage, la fixation des commandes de chauffage. Après le reste, on a. Ouais. Go! Eh ben, go. Après avoir pris place dans la Golf GTI, nos deux experts prennent la direction de la fameuse casse pour y dénicher toutes les pièces manquantes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Vince est comme un poisson dans l'eau. T'es comme chez toi ici. Ouais, voilà mon cher grand. Oh, monsieur Vincent! Ça va, Eric? Comment il va? Salut Eric, enchanté. Salut! C'est toi qui as été le patron de Vince quelques années. Eh ouais. Alors t'as été content quand il est parti ou t'as été triste? Les deux. Les deux. C'est sur cette raillerie premier choix que Vince emmène François vers son ancien terrain de jeu pour tenter de débusquer le Graal. Et ouais! Pas mal. Ouais! Ça y est, la donneuse a été identifiée. François n'a plus qu'à la passer au crible. Les rétroviseurs, c'est bon. Les petits feux avant, c'est bon. Attends, Les baguettes latérales, c'est bon. il y a même le spoiler de Ouais. Les feux arrière, c'est les bons. C'est génial! Par contre, il n'y a pas la pièce pour la console centrale de chauffage. Eh ben, il y a peut-être une autre Golf 3 dans le coin. Bah ouais. Avec un peu de chance. Pendant que François démonte les feux arrière, Vince tente de se frayer un passage pour trouver une autre donneuse. Alors par contre, comme d'hab, l'accès c'est merdique. Vince a enfin trouvé une nouvelle donneuse. Et c'est avec la souplesse d'un catcheur qu'il rentre dans l'habitacle pour démonter la console manquante. Ok. C'est super. Il s'empresse d'annoncer la bonne nouvelle à son pote. Et j'ai trouvé la console. Eh ben, génial. Bah, moi, j'ai démonté les feux, ça y est. Nickel. Bon, on peut continuer, hein. Si François est prêt à en découdre avec cette donneuse, Vince, lui, pense à une autre solution. François, Ouais. vous pas remonter les feux arrière dessus? Quoi? Tu rigoles, je viens de les démonter. Ben je crois qu'on va prendre la voiture entière. Tu veux acheter toute la voiture? Ouais. Je sais pas quel prix ton ancien patron va te la vendre. Et ça rentre pas forcément dans mon budget, hein. Mais si, entre les pièces qu'on a besoin pour nous et le reste que je peux revendre, si, bien sûr que ça va rentrer dans le budget. Vince compte gagner du temps en ramenant cette donneuse dans son garage. Mais pour ça, va falloir convaincre son ancien patron. Bon, du coup, on va prendre la voiture en entier. Par contre, hein, un impératif, hein, tu connais la règle. Hein. Je ramène la carcasse. T'as 24 heures pour la ramener. Hein. 24 heures? Ah oui, là, ça rigole pas là-dessus. Hein. Ah ouais? Ah oui. Mais il a été à bonne école. Ça va bien se passer. C'est dans ce délai de 24 heures chrono que Vince va devoir dépioter la donneuse et récupérer un maximum de pièces pour permettre à la Golf 3 de retrouver son ADN d'origine. Allez, bon courage Vince. « 20e jour de travaux. Vince a les mains dans les entrailles de la Golf 3. Faut dire que François a contacté notre expert pour lui annoncer qu'il avait un potentiel acheteur et qu'il fallait finaliser la voiture dans 6 jours. De quoi rappeler Kylian à la rescousse. Alors, ça avance? Bah écoute, regarde, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Ouais, franchement, ça déchire. Là, j'attendais que ça, c'était de recevoir la pipe d'admission avec le cache cubuteur, tu sais, repeint bien comme il fallait. Ouais. Donc ça, c'est tout bon. Là, je suis en train de finir de remonter les fils d'allumage. Ok. Là, on avait nos élargisseurs qui étaient peints couleur caisse. Avant, c'était noir brillant. Alors Oui, que ça oui, n'a exact. jamais eu lieu d'être noir brillant. C'est Bien noir. sûr. C'est noir, granuleux comme Voilà, ça. c'est ça. Texturé, ils disent. On avait checké un petit peu les bas de caisse et tout. Donc ça, c'est super parce qu'on a vraiment là une Golf 3. C'est la première fois que je vois ça. Mhm. Qui n'a pas les bas de caisse ou ni les bas de L pourris.
Mais c'est super rare, ça. Ça, c'est hyper rare. J'ai dû démonter un peu la donneuse vraiment rapidement. Hein, parce qu'Eric, à la casse, il m'avait demandé de la dépouiller entièrement en moins de 24 heures. D'accord. Il a repris la carcasse. Oui, parce que tu as pas le droit de la garder, la carcasse. Non, j'ai le droit de prendre ce que je veux dessus, mais la caisse doit rester à la casse et repartir après chez vraiment le compacteur. Donc on a récupéré tout ce qu'on avait besoin. C'est clair qu'avec la donneuse, Vince s'est fait plaisir et s'est transformé en dépeceur mécanique en récupérant et en posant les phares avant et arrière, Ok. les rétroviseurs, Voilà. les baguettes latérales, la console centrale de chauffage, la calandre avec le logo VR6, un changement de moquette, et pour finir, lustrage complet et polissage de toute la carrosserie. Au début, quand j'étais avec toi, là, on a galéré, l'embrayage, etc. Tout ça, tu as réussi à te occuper. Ah, on a remonté, on a fait la chaîne de distribution, donc on avait sorti le moteur, Ouais. on a remplacé toute la chaîne de distribution, on a remplacé du coup embrayage neuf, récepteur neuf, et puis bah écoute, là je remontais les fils d'allumage, c'est le dernier élément qui me reste à faire pour pouvoir la mettre en route. Si j'ai bien fait mon travail, c'est Ouais, c'est bon, ça. non, bah, je suis pas mauvais sur les Golf 3, mais ça devrait démarrer correctement. Ça marche. Avant de voir si Vince a bien fait son travail, il faudra vérifier un élément qui a causé pas mal de problèmes à notre binôme. On check du coup aussi radiateur de chauffage, parce que ça fuyait, tu te rappelles la moquette? Ouais, la moquette était trempée. La moquette, en Un dessous de délire. la moquette, tout était trempé de chez trempé. Ce que je te propose, bah, c'est toi qui vas mettre le coup de clé. Ah, ça, c'est un honneur pour moi. Donc d'abord, avant de démarrer, pour que tout se mette bien dans l'huile, je vais débrancher la bobine. Ok. Toute l'huile va pouvoir monter dans le moteur, ça va faire son circuit et au moins ça alimente tout, ça graisse bien tout. Bon alors juste par contre, on a démonté le silencieux avec François. Là on l'a pas encore remonté. Oh, ça va faire un bruit pas possible. Ouais, ça va faire un sacré boucan. Et pour que le VR6 de cet Youngtimer de renom puisse faire un joyeux boucan, Kylian prend place dans l'habitacle. Donc le moteur démarrera pas, mais on va l'entendre tourner. Ok. Ça monte en pression d'huile. Ça marche. Ici je refais juste un petit appoint d'huile. Après avoir remis de l'huile et vérifié le niveau, On est bon? Kylian attend le feu vert de son mentor pour passer le coup de clé. Ouais, bobine débranchée, c'est bon. C'est parti. Ok, c'est bon. Donc là, ça c'est bien monté en huile partout. Si j'ai bien fait mon job, ça démarre au quart. Allez, c'est parti. Impeccable. Si le moteur vrombit bien dans tout l'atelier, Vince penche quand même son oreille d'expert pour s'assurer qu'il n'y a aucun bruit suspect au niveau de la distribution qu'il a remontée. Et bah, t'as bien bossé, hein. T'as mis la ventilation dedans ou pas? Ah non, j'ai pas Mets de la ventilation sur le chaud et tu mets du chauffage dans la voiture. On le laisse tourner 5 minutes, Ok. que ça chauffe, que ça mette de la ventilation et du chauffage dans l'habitacle et qu'on voit s'il y a du liquide de refroidissement qui coule encore au pied ou pas. En attendant de voir si le liquide coule ou pas, nos deux gaillards ne peuvent s'empêcher de taquiner le VR6 juste pour le kiff et pour voir ce qu'il a dans le sac. Bon, maintenant qu'elle est chaude, on peut accélérer un peu, voir ce que ça donne. Ça fait livrer, hein. En mécanique, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'une autre pétouille. Mais là, en l'occurrence, rien. Le moteur a démarré au quart de tour. Le moteur, il fait un son, mais absolument génial. Alors, c'est un son qui est vraiment particulier sur les moteurs VR6. J'espère que François, vraiment, il sera comblé, quoi, par ce son vertigineux. Je kifferais la laisser comme ça. Pas sûr qu'avec ce son à réveiller les morts, le voisinage soit pour. Allez messieurs,
Il est temps de retourner dans l'habitacle pour vérifier si le nouveau radiateur fait son effet. Alors, bah il y a de l'air chaud. On a même du très chaud, c'est bien. Ouais. Couple, mets de chaud à froid, s'il te plaît. Ah, on voit bien la différence. Ah ouais, carrément. Ouais, là, tu vois, ça valait vraiment le coup de tout démonter parce que là, au moins, on a vraiment les commandes qui fonctionnent par étapes. Ok. Je vois que moquette. les moquettes, elles sont sèches. Ouais, y a après, on pas- va lever la voiture, on va checker quand même bien comme il faut, Ouais. dans l'angle là-haut. Et je voudrais que tu pompes un peu la pédale d'embrayage parce qu'on a fait la purge, mais je voudrais qu'on s'en assure quand même. Maintenant, le moteur tournant, que ça marche bien. Prends un peu la pédale, voir. Ça revient bien? Ouais, impeccable. Super. Radiateur et embrayage checkés. Ok. Place à la prochaine étape, l'échappement. Ça, on l'avait démonté avec François. Notre échappement tuning, Qui était sur qui celle-ci. était sur la voiture. Ok. Pour le remplacer par ça. Échappement d'origine. Et donc t'en as racheté un alors qu'il y en avait un sur la donneuse, non? Il n'y avait pas de sur la donneuse. Pas de moteur, pas de boîte de vitesse, pas d'échappement. Mais j'ai eu un petit souci avec ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la partie intermédiaire, si tu veux. Donc ça vient se prendre ici. Ouais. Sauf que là, c'est pété à ras, c'est pourri. Ah ouais, Ici, c'est bien, bien pourri, hein. tout est pourri. Donc ça, je l'ai commandé, sauf que il y a je sais pas combien de temps de délai. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on monte ça et j'attends d'avoir ça? Ou est-ce que je me rabats sur une ligne inox histoire d'avoir un peu de bruit? D'accord, ok, ah ouais, donc tu veux complètement changer de... Bah, j'ai pas trop le choix parce que ça, à un moment donné, il faut quand même la finir cette voiture. Ouais. Et j'ai pas envie d'attendre 2 mois une pièce. C'est la deuxième solution, techniquement, c'est peut-être la meilleure. Kylian a raison. Si Vince doit terminer la Golf dans 6 jours, poser une ligne d'échappement en inox, c'est la solution idéale niveau commande et réception de la pièce. L'échappement, on n'en parle pas aujourd'hui. On va rien le faire aujourd'hui. Ok. On attend. Mais il faut absolument checker les trains roulants. Si Vince tient à vérifier le train roulant, c'est qu'il a un rôle important pour la sécurité du véhicule. Il permet d'assurer la liaison entre la voiture et la route. Il soutient différentes pièces qui ont une incidence directe dans la direction, la transmission, la suspension et le freinage du véhicule. C'est donc à l'avant et sous la Golf que l'inspection commence. Je sais que les bras de suspension, ils sont en bon état. Ouais, impeccable. Les triangles, ils sont pas craquelés. Ouais. C'est nickel. mais Les c'est ailettes de un bar peu- stab, c'est pareil. Ça bouge pas du tout. Ok. Côté direction, tu vois, c'est pareil. Pas de claquement, pas de jeu particulier. Mais par contre, si on se relève un peu, une question amortisseur. C'est une bonne marque qui avait été montée. Ouais, ouais. Mais par contre, là, pour le coup, ils ont vraiment fait leur temps. Ah oui, ils sont cuits. Donc ça, c'est complètement à remplacer. J'attaque ça. Ouais. Et si j'ai besoin d'un coup de main, je t'appelle. Ça marche. Vince est vent debout pour le démontage de l'amortisseur. Pour ça, il dépose la pièce, place le tout sur une presse à ressort, retire la coupole supérieure Hop. et le tube d'amortisseur. Il installe le soufflet, la nouvelle butée. Il fixe ensuite bien l'ensemble, Ok, donc ça c'est bon. Et voilà. et remonte illico le tout sur la Golf. Alors, on sort avec tes amortisseurs? Ouais, ça va. Ouais. Est-ce que ça te dérange de me remplacer là? Je t'explique juste ce que j'ai besoin de toi quand même, parce que moi, faut que je passe un petit coup de fil déjà à François, faut organiser, tu as d'autres trucs. C'est sur cette petite pirouette que Vince laisse la main à son padawan, histoire de souffler avant de remettre le bleu de chauffe pour finaliser la Golf dans 6 jours. Ah, désolé, il n'y a pas François aujourd'hui. Oui, bah, pourquoi il aurait fait ça, François? C'est pas faux. Bon, à tout de suite. À tout à l'heure. Ça y est, c'est le grand jour. C'est à Melun, dans un skatepark en guise de décorum, que François retrouve Vince et la Golf 3 VR6. Eh, il est où le skateboard là? Bah écoute, ça me rappelle des vieux souvenirs, mais C'est le terrain de jeu idéal pour conclure la vente de l'allemande. T'es skateur toi? bah, moi j'ai fait du skate évidemment. Oh, c'est pas vrai. Mais j'ai fait du skate, t'étais même pas né. Bon, c'est clair que ça ne se voit pas comme ça avec le poids des années, mais François dit vrai, dans les années 80, c'était un des riders qui brillait sur le spot du Trocadéro. Bon en tout cas, et franchement,
Belle gueule, là. Franchement, tu t'es bien débrouillé parce que je t'avais laissé quand même un délai final de même pas une semaine, 6 jours. 6 jours, ouais. Et je reconnais que tu t'es bien débrouillé parce que 6 jours, c'est court quand même. Après, l'avantage, c'est que c'est une voiture que je connais par cœur. Non, là, on a tout récupéré de la donneuse. Et puis après, j'ai enchaîné, on a tout remonté. Tu vois, les extensions d'aile, les baguettes qu'on a récupérées sur la donneuse, les bas de caisse avec les petits coins, les petits angles qui sont super, ça finit bien la voiture. Les feux arrière d'origine, bien sûr. Écoute, le résultat est franchement bien. C'est une voiture qui mérite d'être achetée par quelqu'un qui a envie de cette version-là. En attendant l'arrivée de l'acheteur potentiel, Vince continue son topo sur les travaux avec ce qui a été accompli dans l'habitacle. Regarde un peu. C'est tout beau, tout neuf. Ouais, magnifique, résultat impeccable. Et puis tu vois, ce qui me plaît, c'est qu'elle sent la Golf. Ah ouais, mais ça a vraiment une odeur particulière. Les Golf Tu 2 sais, ont leur odeur, les Golf 36. Exactement. Les odeurs, en fait, elles viennent des moquettes, des sièges, Plastique. des plastiques. Donc c'est ça, en fait, qui fait l'odeur d'une voiture, essentiellement. C'est sur cet entrefait que le potentiel acheteur débarque. Salut Philippe, ça va? Espérons que ce soit le profil idéal pour la Golf et surtout qu'il est un vrai coup de cœur. Alors écoute, voilà, opération vérité. La voiture a retrouvé sa jeunesse de l'époque. Bon, toi, tu connais bien les Golf et notamment les Golf 3 VR6. Ouais. Il n'y a pas de rouille, quoi que ce soit qui peut. Alors justement, c'était une très très bonne base. Ouais. En maladie. Hein. Les pas de caisse sont en bon état, enfin enfoncés. Alors les bas de caisse, c'était vraiment une bonne surprise sur celle-là. Parce qu'on n'avait pas grand-chose en rouille. Mais vraiment, tu peux toucher, hein, tu peux passer la main en dessous le bas de caisse plastique. Là où d'habitude c'est vraiment pourri, vraiment enfoncé par le cric, là tu n'as rien. En fin connaisseur, Philippe file illico vérifier les bas de caisse et c'est nickel. François peut enchaîner avec la suite du diag. Tu peux voir tous les accessoires y sont, les petits détails, tout l'accastillage, jusqu'à l'échappement. On a conservé évidemment l'échappement d'origine. Moi, je pense que le plus simple, fais carrément un tour de la voiture. Parce que comme tu connais le modèle, on va pas te la faire à l'envers. Si depuis son arrivée, Philippe ne fait pas de bond devant la Golf 3, c'est qu'il préfère la passer au peigne fin. Chaque recoin est soigneusement scruté, de la carrosserie à la mécanique. Il n'y a pas une fuite du tout au niveau du moteur, quoi que ce soit? Alors, niveau mécanique, on a sorti moteur-boîte pour refaire tout ce qui est chaîne de distribution. Puis on a remonté avec embrayage neuf, joint spi, etc. On avait un petit souci d'embrayage, donc c'était récepteur qui était HS, donc on en a profité pour faire ça. Bien sûr, on a fait tout ce qui est grosse révision. Clairement, sur cette voiture, là, c'est réglé. Tu mets la clé dedans, tu tournes, tu roules. On peut aller faire un petit tour, bien sûr. Ouais, je veux bien déjà qu'on la mette en route, voir ce que ça donne. Bien sûr. On entend un peu chanter. François file derrière le volant pour passer le coup de clé. Et visiblement, le son qui vrombit du VR6 met tous les sens de Philippe en éveil. Il n'y a plus qu'à l'essayer, alors. Ah, Philippe, je pense qu'elle t'attend. Philippe plonge dans l'habitacle. Et doucement. Bah oui. Et lance la Golf sur le bitume pour un test routier. Et après quelques centaines de mètres, les premières sensations de conduite commencent à se faire sentir. On sent que, quand même que les suspensions sont les mêmes que celles d'origine. Ouais. Ça pompe pas mal en réalité sur l'avant. Ouais. C'est son défaut en réalité. Les vitesses, elles passent toutes seules. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis le bruit, il est bien feutré. La sonorité de ce moteur est quand même assez rond en fait. Rond et efficace, et tout en étant feutré et discret. Très sympa. Philippe apprivoise à merveille cette Youngtimer. Les sensations de conduite sont bonnes et réveillent même quelques bons souvenirs de famille. Cette voiture-là, moi je me souviens, c'était en 96. Ah ouais, ouais. Une époque, ouais. Mon frère avait à l'époque la Golf. C'était vraiment une voiture premium. Bien sûr. Et à un an, elle a été accidentée. Ah mince. Donc elle est partie à la casse. Ah ouais. Ça a été une des voitures les plus robustes qu'on ait eues jusqu'à aujourd'hui. D'où l'envie d'en racheter une aujourd'hui, parce que c'est une voiture qui vous manque, quoi. C'est ça. Fin du test pour ce passionné de Golf 3. Espérons que ce ruling l'ait totalement convaincu pour mettre François sur la bonne voie des négociations. Bon, écoute, au niveau du prix, moi je la propose à 17. Bon, 17, c'est au-delà de ce que je voulais mettre. Elle n'est pas en état compétition quand même. Non. Ah bah si elle était en état top concours musée, je te la ferais pas à 17, je te la proposerais plus cher. Si jusqu'ici l'ambiance était au beau fixe, Philippe vient de glacer littéralement la négo. Et il compte bien en rajouter une couche niveau finition. On s'attend quand même à avoir une finition qui soit un peu plus
un peu plus haut de gamme, entre guillemets. Parce qu'en fait, sur cette voiture-là, il y avait énormément d'options. C'est vrai. Sur le catalogue. La tour ouvrant, la climatronique, Ouais. etc. Aujourd'hui, vu l'état et... Bah, 13 500. Ah non. Non, 13 500, je peux pas, je perds de l'argent. Les 13 500 € glacent le sang de François. Pour éviter de perdre la vente, il va tenter une ultime proposition. Moi, je veux bien faire un super essor, je veux bien descendre, allez, admettons, je veux bien aller jusqu'à 15. Mais 15, psychologiquement, j'irai pas en dessous. Non, 15. 15, tu trouves déjà avec les options, que, tu vois, qui manquent. Non, moi, je veux bien faire un effort à 14, mais je peux pas les monter plus haut. Moi, je peux pas aller en dessous de 15. Non, 14 max, je peux pas. Philippe est coriace. Il est venu dans l'optique d'acheter une Golf 3, mais pas à n'importe quel prix. C'est le max que je peux. C'est ton dernier prix. Ouais. Moi aussi. 15, c'est mon dernier prix. Alors, ça passe ou ça casse? Ça sera sur une autre? Peut-être. Peut-être. T'inquiète, hein, on reste de bons amis. Hein. Salut, on y va. merci d'être Allez, déplacé. mon courage. Incroyable. Philippe vient de tourner les talons en laissant la Golf 3 sur le dos de François. Si cette vente a de quoi contrarier notre expert, Vince, lui, est tout sourire. Je suis désolé, Vince, parce que je t'ai pressé un peu comme un citron pour que tu finisses vite et bien, et je vais trouver d'autres acheteurs, je suis pas inquiet. J'ai peut-être un truc à te proposer, C'est-à-dire, pour pas que tu repartes bredouille dans ton affaire. Moi aussi, j'ai un acheteur pour toi. bah, pourquoi tu l'as pas dit avant? Bah parce que je pensais que c'était des faire affaire avec Philippe, c'est tellement bien Bon, parti. bah, ça, c'est bien de ta part. Tu sais que j'aime aussi bien les VR6, moi. On peut peut-être faire affaire tous les deux. Ah, tu vas vouloir me l'acheter. Par contre, moi, faut que tu me la laisses à 14. Quoi? Non, mais attends, je l'ai pas refusé à 15 pour te la laisser à 14, tu crois quoi? Tu fais un geste pour moi. Tu me l'as en prix que tu l'as acheté. Voilà. Je te fais pas payer ce que j'ai travaillé dessus. Ça peut être un bon deal ou pas? Avec cette proposition, Vince bouscule le projet de vente de François. Et ça cogite à 1000 à l'heure dans sa petite caboche. Allez, cherche pas. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Putain, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est sur ce twist final que se termine cette vente. François vient de faire une opération blanche. Vince repart donc avec le smile au volant de cette Youngtimer dont il a tant rêvé dans sa jeunesse.